Bonjour à tous et toutes, je vous invite à regarder une nouvelle vidéo de Panorama de Tourisme. Cette fois-ci, nous allons parler des parcs nationaux. Bienvenue! Le Costa Rica abrite, sur son tout petit territoire, près de 5 à 6% de la biodiversité de la planète. Ce trésor, notre belle nature, qui attire des milliers de touristes du monde entier, est protégé par un système d'aires de conservation, des territoires protégés. Et on peut dire qu'un touriste, sans avoir besoin à parcourir de longues distances, peut visiter plusieurs parcs nationaux dans notre pays. Donc en très peu de temps, on peut découvrir les 25% du territoire qui se trouve protégé grâce à ce système des aires de conservation du Costa Rica qu'on appelle comme SINAC. Mais comment est-ce que tout ceci a commencé? Pourquoi et quelle est la raison de la protection des parcs nationaux de notre pays? Qui sont les pionniers de la protection environnementale du Costa Rica? Et quels gouverneurs ont contribué à la création des parcs nationaux? Donc vous savez quelques têtes, quelques photos que vous allez peut-être reconnaître, mais d'autres photos qui ne nous disent rien. Et non, ce ne sont pas vraiment des touristes. Alors voyons voir comment est-ce que tout ceci a commencé dans les années 70. En 1970, la population locale et les fonctionnaires du gouvernement de notre pays ont pris des mesures importantes pour diminuer la perte de la richesse biologique. Et oui, nous avons commencé où les gouverneurs du Costa Rica ont commencé à s'inquiéter, et la raison de la création des parcs nationaux était principalement le fait qu'on avait perdu une grande couverture forestière du Costa Rica. Malheureusement, à l'époque, entre les années 50 et les années 70, il y a eu une très grande perte du paysage naturel, et il y a eu justement plusieurs personnes qui se sont mises d'accord dans les buts de sauver la biodiversité qui était à l'époque extrêmement menacée par la déforestation intensive causée par la culture du café, par les monocultures comme la banane, l'ananas, mais surtout par la production des palmes à huile. C'est ça qui a fait vraiment des gros problèmes chez nous. La nature était également menacée parce que on utilisait énormément des produits chimiques, donc il y avait une grande pollution de l'eau. On utilisait des produits qui étaient même interdits dans d'autres pays, c'est le cas également de nos jours. On continue malheureusement à utiliser des pesticides qui sont très nocifs pour la nature. Mais avant, tout ceci se faisait. On dit que l'urbanisation se faisait de manière intensive, sans aucun contrôle, et c'était vraiment problématique. Alors, on a eu peur. On s'était dit à l'époque, c'était un peu comme soit on se réveille, soit on perd tout ce qu'on a. Et notre richesse au Costa Rica, c'est la nature. Alors, c'est là où il y a eu quelque chose qui a changé. C'est à cet stade que le Costa Rica se réveille, qui prend conscience du fait que les richesses naturelles n'allaient pas durer toute la vie. On découvre donc que nos ressources ne sont plus renouvelables, et au contraire, que justement, si il s'agit des ressources épuisables, et on a eu justement une sorte de déclic à cette époque. Après, bon, on a commencé à faire des petits changements politiques. On s'est dit justement que nos ressources naturelles avaient une grande valeur et que si on les protégeait, on pouvait faire quelque chose. Et c'est là où ils ont créé le système des parcs nationaux, il y a plus de 50 ans. Ils ont commencé par créer une sorte de division tout le long du pays, où ils ont créé 11 aires ou areas de conservation. Donc on en a plusieurs dans le pays, donc c'est encore le cas de 11 aires de conservation. On a par exemple le A4, on a le ACT, donc ça c'est aire de conservation Tempisque, aire de conservation Arenal Tempisque, et aussi aire de conservation Guanacaste, et il y en a plusieurs. Alors, aire de conservation de Osa, et c'est comme ça qu'on nomme plusieurs de ces aires de conservation. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que même si on voit ces deux têtes qui nous sont un peu connues, oui, on connaît bien ces deux présidents, ce n'est pas vraiment eux qui ont eu l'idée
de vraiment créer quelque chose, à la fin, ils ont justement soutenu l'idée de quelques étrangers qui sont venus dans notre pays. Alors, justement, je te dis que le parc national a été créé il y a 50 années. On s'est dit que il fallait créer quelque chose de solide, quelque chose d'important, et c'est comme ça qu'on est arrivé à protéger différents types de réserves, différents types de parcs nationaux, différents types d'endroits. Il y a environ 186 endroits protégés. Ce sont des aires de conservation ou des aires protégées avec une trentaine de parcs nationaux, avec 34 refuges fauniques. On a également des réserves biologiques et 11 ans humides. Bon, c'est vraiment énormément des choses qu'on a créées. Et on protège également les 15% du territoire marin de notre pays. Donc on a environ 10 parcs marins protégés et d'autres zones marines protégées. Alors, on a la création des parcs et on a la création du SINAC. Et quelques années plus tard, le SINAC est devenu aussi le siège administratif qui a permis le fonctionnement de ces serres protégées qui existent encore de nos jours. Il faut se dire justement que l'idée nous vient d'ailleurs. Si vous voyez ces photos-là, il s'agit par exemple, d'après ce que dit un article de l'Université du Costa Rica, qui s'intitule Souvenirs de début des parcs nationaux, on nous dit dans cet article que c'était en 1963, grâce au développement et aux efforts de Olof Westberg, c'est un citoyen suédois, et Madame Karen Morgensen. Ce sont deux personnes qui viennent de Danemark, et ils étaient soutenus par l'ancien président, M. Francisco Ulrich. Et grâce à eux a été créée la réserve naturelle du Costa Rica, la première réserve naturelle du Costa Rica, sous le nom de Cabo Blanco. Puis, quelques années plus tard, en 1968, ce sont justement à leur tour Archie Carr, ici, et son épouse Marjorie, qui ont été des mentors des parcs nationaux, et ils étaient aussi des personnes très investies pour la protection environnementale au niveau international. Cette fois-ci, c'était la famille de Figueres Ferrer, notre ancien président qui a aboli l'armée, qui a fait progresser la création d'un système de conservation très bien surveillé, très bien vissé. Donc, c'est grâce à lui. Donc, en 1969, il y a eu la création de la loi sur les forêts et celle-ci a été adoptée par l'Assemblée législative du Costa Rica. Et on disait qu'on avait justement déjà une loi pour la protection de l'environnement. En 1970, Figueres Ferrer, qu'on connaissait comme Don Pepe, a été réélu pour la troisième fois comme président, et il s'est dit qu'il allait vraiment prendre la conservation et la protection de l'environnement au sérieux. Donc, on va créer les ministères, donc grâce à ce président, grâce à leurs idées également, on a créé le MINAE que vous connaissez. Donc le MINAE, c'est le ministère de l'Environnement et de l'Énergie du Costa Rica, qui est devenu de nos jours le SINAC. Donc tous ces deux systèmes vont gérer intégralement la conservation de la gestion durable de la faune et de la flore sauvage du Costa Rica. C'est comme ça qu'on va protéger les ressources et les zones comme le bassin hydrographique de notre pays. Et c'est grâce à eux, justement, à ces deux gouverneurs du pays, qu'on a la création de notre SINAC. Le parc national Tortuguero a été créé parc national le 24 septembre de 1970. Et ses limites ont été modifiées à plusieurs reprises. Parce qu'on voulait notamment agrandir les parcs nationaux et protéger le plus de ressources naturelles possibles. Ce qui est génial de ce parc, c'est que les 99%,
Les 99% de ce parc est protégé et il y a seulement le 1% qui est ouvert à la visitation des touristes et d'autres personnes. En fait, c'est vraiment un parc qui a été créé pour sauver la majorité d'espèces en danger. Par exemple, les haras. Il y a aussi le lamentin qui est protégé et c'est un tout petit village. C'est situé à côté d'un tout petit village où l'on arrive que par bateau. Donc voici la Ravère et voici le village des Tortugueros où il y a une toute petite population qui se rend majoritairement pour travailler dans le tourisme. C'est un paradis pour les ornithologues, un paradis pour les photographes, un paradis pour ceux qui aiment la protection de l'environnement et de la nature. Et voici ces magnifiques parcs national des Solomon, 76 000 hectares, dont 26 000 sont des hectares terrestres et un côté marin, notamment 50 000 hectares sont des protections marines. Et voilà, je vous montre tout de suite une petite vidéo qui vous fera découvrir les espèces emblématiques de la région. C'est en espagnol, à vous de faire l'effort de traduire dans votre tête. En la parte más salvaje del Caribe norte de Costa Rica. Esta es la última tortuga verde en abandonar la playa más importante para el desove de la especie en todo el Atlántico. Ocurre también la magia al observar cómo, antes de que salgan los primeros rayos del sol, este saltamontes cambia su piel. Voilà pourquoi les gens s'y rendent. Y este serafín de platanar nos oculta su cabeza, pero no su cuerpo. En la parte alta de la selva se escucha el aullido del congo, entre la bruma del bosque tropical húmedo. Despierta el mono araña. Parece que no tuvo una buena noche. Su pelaje varía de marrón claro a casi negro. Sebastián Bonilla es uno de los 20 guardaparques que cuidan las 76.000 hectáreas del Parque Nacional Tortuguero. Tenemos diferentes humedales de importancia, como son los canales que vemos atrás. Hay canales, lagunas, incluso tenemos la playa, que representa unos sitios de anidación de mayor importancia a nivel incluso del Atlántico. Nos adentramos en la selva y hallamos una de las 58 especies de anfibios que tiene el parque, la rana arborícola de la zona que todavía duerme. Se alimenta de insectos como moscas y grillos y ve su entorno mediante fluorescencia. Sin embargo, hay un animal que desde hace muchas horas no para de trabajar. Es la araña nefila, que pertenece a una de las familias más tejedoras del planeta. Sebastián se encuentra con su compañero Andrés, quien nos cuenta el secreto de esta conservación. Una muestra del cambio en las personas que antes vivían de la caza, de las tortugas, y ahora se dedican a ser embajadores y promotores de la conservación de las tortugas marinas a nivel mundial. Los canales de Tortuguero, considerados el Amazonas de Centroamérica, son los únicos espacios que interrumpen la selva. En el interior de este mundo verde, anclado en el tiempo, hay 442 especies de aves, como la aninga americana hembra que posa sobre este tronco donde aprovecha la calidez de la mañana para secar sus alas. El macho tiene colores más claros en sus alas. La martinete cabecipinto es una garza nocturna. Se alimenta de peces y camarones. Otra ave nocturna es el chocuaco. Tiene presencia desde México hasta el norte de Argentina. La garza azul es otra de las especies más hermosas que colorean el paisaje. Convive en este ecosistema junto a la garcilla verde, también conocida como garcita verdosa. Puede medir 44 centímetros de longitud. El tucancillo aracarí y el tucán pico iris. Estos canales son naturales. Tan solo uno fue construido décadas atrás por madereros. Hoy existen frutas comestibles como el cacao, pero no se extraen. Acá podemos observar especies como el cacao, que sirvió como cultivo productivo en la vertiente del Atlántico. Aquí hay 118 especies de reptiles. La iguana verde adulta es uno de los lagartos arbóreos más impresionantes que existen. Pueden medir 2 metros y pesar más de 4 kilogramos. Estos basiliscos son los únicos lagartos que pueden correr sobre el agua. El pequeño es el juvenil y el grande el adulto. Entre sus aguas cristalinas encontramos al caimán, un reptil en forma de lagartija de tamaño grande. Puede alcanzar más de 1 metro de longitud. Se alimenta de aves acuáticas, peces y otros vertebrados. Hoy los canales del Tortuguero son ícono también para el turismo. Ángelo es uno de los 179 guías de la zona. Genera gran oportunidad de trabajo,
como las actividades que se realizan dentro del parque, senderos acuáticos. Ingresamos al bosque del Parque Nacional. Nos reciben estas dos ranitas venenosas. Al sentirse amenazadas pueden expulsar una toxina letal para el ser humano. Vemos a la araña de seda de oro, cuyas redes son mucho más resistentes que el acero. En algunos casos se empleaba para construir telas para chalecos antibala. Otra particularidad es que la hembra es 20 veces más grande que el macho y cuando se están reproduciendo, la hembra mata al macho y se lo come. Aparecen los reyes de los árboles, una manada de monos cara blanca, junto a sus crías, en pleno festín comiendo jobo, una fruta dulce del bosque. Son considerados los primates más inteligentes. Una de las funciones de las hembras es dar acicalamiento, pero solo a los parientes de línea materna, no a la paterna. Cerca de ellos, el perezoso de 3 dedos, el animal más lento del mundo. Pueden girar su cabeza 270 grados en cualquier dirección. Esta biodiversidad se encuentra a pocos metros de la comunidad de Tortuguero con 1.800 habitantes, quienes conviven y respetan su entorno. Este es el único pueblo de Costa Rica donde se reciclan el 100% de los desechos gracias a un proyecto liderado por Enrique Obando con una donación alemana. Pasa por la máquina acá, la trituradora, después pasa por el otro molino, que es donde ya queda mejor calidad para poderlo empacar. Con el plástico se producen bloques para construcciones de viviendas a futuro en la zona. El 98% del comercio participa en el programa ecoetiquetado. Mina Scott explica la estrategia. Por ejemplo, para un supermercado sería ya no proponer la idea de vender bolsas de plástico. Pero todavía queda trabajo por hacer, como una planta de tratamiento a las aguas residuales para la población. Aún así es mucho lo avanzado. Con la esperanza de que esos cambios lleguen, Sebastián y Andrés continúan patrullando el llamado Amazonas de Centroamérica, hoy ícono a nivel mundial de la sana convivencia entre seres humanos y naturaleza. Donc voilà, je pense que vous avez découvert, grâce à cette vidéo, des petits détails, vous avez découvert comment ce que l'on vit justement dans cette région. Il y a très peu d'habitants et il y a beaucoup de personnes qui habitent plutôt soit au bord de Nicaragua ou dans d'autres régions des Caraïbes et qui viennent seulement pour... Et voici l'un des refuges naturels de vie sauvage. Il s'appelle Gandoca Manzanillo, donc il se trouve également, comme les tortugueros, dans les Caraïbes du Costa Rica. Il s'agit d'un refuge faunique mixte, c'est-à-dire qui est protégé par la communauté, mais également par le gouvernement. C'est un endroit magique où les paysages des terres, des mers, des espèces sauvages attirent énormément de touristes du monde entier. C'est un endroit aussi qui protège des espèces en voie d'extinction, de disparition, et c'est aussi un endroit qui protège, par exemple, les plus longs récifs de la côte Caraïbe, celui des Pontaúa que nous regardons, là tout de suite que nous voyons. Là, dans l'image, c'est vraiment un endroit magique. Ceux qui adorent la vie sauvage, vous devez vous rendre là-bas, surtout à Punta Mona, pour pouvoir apprécier des espèces telles que les iguanes, les singes et autres. C'est vraiment un endroit à ne pas rater. Il faut absolument y aller. Et c'est vraiment un endroit justement qui protège les espèces marines et des espèces terrestres telles que les grands félins du Costa Rica. C'est un tout petit parc national, il ne fait que 3833 hectares et quand vous y rendez, quand on s'y rend, c'est incroyable parce que on peut voir un endroit humide et sauvage qu'on verra nulle part ailleurs. Et encore dans les Caraïbes, je vous invite à découvrir les parcs nationaux. Cahuita, c'est un parc qui se trouve tout au sud de Tortuguero, où l'on trouve également, juste à côté du parc national Manzanillo, de refuge Manzanillo, on trouve également un récif corallien très important, l'un des mieux développés du pays, de la côte. Également, Cahuita est un parc unique, ce qui est génial aussi, comme celui de
du refuge Manzanillo, c'est le travail qu'ils font les locaux, la communauté et les personnes du SINAC pour protéger l'environnement. Ils sont très stricts parce qu'on essaie d'y protéger les écosystèmes les plus importants, des écosystèmes marins, des écosystèmes pour les oiseaux, des espèces importantes au niveau des fleurs et des faunes. Et vous allez découvrir dans une vidéo d'un monsieur francophone toutes les espèces qu'on peut voir lorsqu'on se balade dans ces sentiers, dans les sentiers du parc national Cahuita. Un tout petit parc national, ça vaut absolument la peine de faire les détours. C'est aussi l'un des parcs nationaux les plus récents. Alors je vous invite à regarder et à écouter la vidéo suivante. Bonjour internautes, aujourd'hui je suis dans le parc national de Cahuita au Costa Rica, juste à côté de Puerto Viejo. Je vais découvrir le parc national en pleine jungle et en plus ce qui est sympa c'est qu'il est juste au bord de la mer et c'est quand même assez appréciable. Le but c'est d'aller voir plein d'animaux, on l'espère, c'est parti. Du coup on n'a pas fait 2 mètres, on a déjà vu un serpent, un petit oiseau et un paresseux. C'est quand même pas mal, ça démarre bien et on n'a pas fait 100 mètres. Évidemment le mieux quand tu es dans un parc national pour voir des animaux c'est de prendre un guide. Mais si tu vas avec un petit budget, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu regardes où il y a des guides qui pointent des trucs comme ça puis tu t'incrustes discrètement. Genre là derrière moi, tu vois ce que je veux dire? Ah, bah voilà. Genre ces mecs là, ils m'ont indiqué un petit truc sympa. La mer derrière, et juste ici, t'arrives sur la rivière, c'est un peu tropical, qui est un peu dans les plantes. C'est assez jungle, j'aime bien. Alors je sais pas comment ils se démerdent au Costa Rica, mais dès que t'es dans un parc national, t'arrives toujours à terminer avec une petite baignade sympa au bord de l'eau. Ce qui est quand même pas négligeable parce que il fait un peu chaud dans la jungle. Alors je vais aller me rafraîchir un peu moi. Et bah ce petit parc national de Cahuita, il était vraiment très sympa. En plus ce qui est marrant c'est que c'est toujours entre la plage et puis la jungle juste à côté. Donc ça c'est assez sympa. Il y a pas mal d'animaux, tu les vois facilement. Plus quand t'as chaud tu peux te faire une baignade. Et ce qui est quand même assez rare au Costa Rica, l'entrée est gratuite. Tu peux juste faire une petite donation. Donc si tu files 3, 4, 5 dollars au lieu des 20 dollars habituels, ça fait une petite économie. C'est facile d'accès, c'est juste à côté de Puerto Viejo. J'ai passé un super moment, très agréable, très joli. Voilà, j'espère que je te ferai découvrir d'autres lieux sympas du Costa Rica. Moi je te dis à bientôt internaute. Et surtout abonne-toi, 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 abonne-toi à ma chaîne. Allez bon. Passons maintenant au parc national Barbilla. Il s'agit d'un parc national qui est peu connu des Costariciens et des touristes, très peu visité. En fait, on ne dit pas grand-chose de ce parc, mais il s'agit de l'un des parcs nationaux les plus importants au niveau des protections et des conservations environnementales, surtout pour les espèces des jaguars, pumas et autres. C'est une zone protégée, déclarée d'abord comme une réserve biologique et qui est devenue un parc national vers 1998. Elle abrite une forêt tropicale, primaire et secondaire de grande importance, avec un territoire tout petit de seulement 11 000, presque 12 000 hectares. Et c'est aussi l'un des endroits avec une importance hydrique les plus importantes du pays. Le parc national se trouve à seulement 20 km de la ville de Siquirres, donc on continue un peu dans les Caraïbes, et son accès est très difficile, donc il faudra avoir un 4x4. Les facilités ici sont assez rares, mais c'est un paradis pour les ornithologues et pour les photographes. La zone est une zone très très humide, donc à bien s'habiller lorsqu'on y vient, et il y aura des guides locaux, des communautés de Las Brisas ou Pacoarito, et ce qui est génial ici, c'est que c'est un parc qui travaille également avec des communautés amérindiennes, autochtones du pays. Donc ça c'est génial, le fait de donner du travail à des populations qui ont moins de possibilités de travailler dans le tourisme. Donc ça c'est extraordinaire. Et puis, je vais vous montrer un petit peu avec quelques images comment est ce parc national. Je n'ai pas trouvé de vidéo en français, donc vous allez regarder la vidéo en espagnol et puis vous faire une idée de ce que c'est. Los invitamos a conocer el Parque Nacional Barbilla en Siquirres, a 17 kilómetros al sur de Pacoarito. Pueden apreciar las diferentes especies de insectos que habitan en esta montaña. También pueden caminar
en los senderos que tiene el parque destinado para los turistas. Hay guías experimentados propios de la zona que lo pueden llevar hasta el río Danto y apreciar varias hermosas cascadas que se tienen en este río. En este lugar también pueden hacer camping. Chose qui est rare dans un parc national de faire du camping, donc ça c'est chouette. Somos Siquirres, los vamos a dar a conocer todos estos hermosos lugares que tiene Siquirres para que usted pueda hacer turismo rural comunitario. Los invitamos. Hoy estamos en el Parque Nacional Barbilla, en Pacuarito de Siquirres. Estos guías nos pueden llevar hasta el río Danto, donde se encuentran varias cascadas. Podemos durante el camino ver aves, animales, todo tipo de cosas que nos podemos encontrar en una montaña completamente virgen y natural. Los invito para que visiten el Parque Nacional Barbilla. Venimos a conocer y a caminar por estos hermosos senderos para que todos ustedes se animen, vengan, pasen un día en familia. Tenemos guías experimentados propios de la comunidad indígena de ese sector. Los invitamos para que vengan al Parque Nacional Barbilla en Pacuarito de Siquirres. Somos Siquirres. Nos vemos en otro lugar turístico. Et voilà, donc vous avez découvert un parc national peu connu et je vous invite à vous y rendre. Attention parce que il faudra notamment acheter les entrées du parc, à l'exception des deux parcs qu'on vient de mentionner, tels que le parc de Cahuita et les refuges de Manzanillo. Dans les autres parcs nationaux, il faudra acheter les entrées à l'avance sur les sites web de SINAC. Les parcs nationaux Lamista, c'est aussi un parc très important pour le Costa Rica et il s'agit du seul parc national qui est considéré comme international. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Amistad, parce que l'Amistad, ça veut dire l'amitié en espagnol. Et c'est un parc qui se trouve en moitié au Costa Rica et une autre moitié au Panama. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de formidable de voir comment deux pays se sont mis d'accord pour pouvoir protéger l'environnement. Ça, c'est rare de travailler de manière politique pour ceci. Vous allez voir, c'est un parc qui abrite énormément d'espèces, de forêts tropicales humides, de forêts primaires et des espèces très rares que l'on trouve vraiment que dans ces sites. C'est vraiment un endroit magique d'une grande biodiversité avec un 20% d'espèces du Costa Rica et du Panama. Mais surtout, c'est l'un des principaux cœurs de la nature pour restaurer l'infrastructure écologique de la route panaméricaine. C'est vraiment un corridor biologique mésoaméricain qui nous sert et qui nous permet de sauver des espèces et de faire justement une sorte de couloir pour que les deux, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, soient un peu protégés par cette partie-là qui sert comme un pont. Ce parc national va servir comme un pont. Et on peut dire aussi que cette région transfrontalière a été créée grâce à une recommandation de l'UNESCO après l'inscription du parc sur la liste du patrimoine mondial. Donc le parc est divisé en deux parties à peu près égales entre les deux pays, le Panama et le Costa Rica. Le parc va protéger environ 400 000 hectares de forêts tropicales humides, mais c'est un endroit aussi qui protège principalement les populations et les cultures amérindiennes. C'est un endroit magique, il y a plusieurs tribus qui essayent de sauvegarder leurs traditions ancestrales, leur manière de vivre en contact avec la nature, et voilà pourquoi ce parc national est destiné à limiter les impacts des populations plus modernes. Il est géré et occupé par exemple, des planteurs de café, des élévateurs, des producteurs de viande. C'est plusieurs communautés qui vont travailler pour pouvoir éloigner les maximums des personnes qui font du mal à la nature. Ils essayent tous de protéger, de sauvegarder la nature. C'est un parc qui a été vraiment épargné de la déforestation, des pollutions et de la fragmentation du territoire. C'est pour ça que c'est, pour moi, le parc le plus important. C'est un peu comme les Corcovado qui protègent une grande partie de la biodiversité du pays. C'est vraiment, et c'est pour ça qu'en 1982, l'UNESCO l'a nommé comme zone centrale de la réserve de la biosphère de l'Amistad et qui a été justement, c'est un parc, c'est l'un des seuls parcs qui est considéré comme un site de patrimoine mondial
de l'UNESCO en raison de la grande diversité d'écosystèmes que ce parc national va protéger. Alors, vraiment, c'est un parc de très difficile accès. Pour le visiter, il faut d'abord contacter l'administration du parc et vous devez avoir des guides qui vous accompagnent. Donc, il y a des guides locaux qui peuvent venir avec vous, vous accompagner. Vous pouvez même vous loger dans le parc national et faire du tourisme rural dans cet endroit magique. Et voilà, le parc national Chiribo, c'est le parc qui conservait des vestiges d'anciennes cultures qui ont peuplé la zone. C'est un endroit de difficile accès. Pour pouvoir s'y rendre, il faut faire toute une organisation. Il faut vraiment partir vers 3 heures du matin pour pouvoir arriver au sommet justement à l'aube et pour pouvoir rester là-bas. Lorsqu'on fait la visite de ce parc national, on doit y rester sur place et faire une réservation longtemps en avance. C'est un endroit qui est connu pour les trekking, c'est un endroit qui attire énormément des costariciens qui aiment l'aventure, un peu moins des touristes francophones et anglophones s'y rendent parce que ça mérite énormément d'organisation. Il y a même des endroits où on doit vraiment marcher avec difficulté parce que ce parc se trouve à plus de 3800 mètres d'altitude. C'est ici où l'on peut trouver les crestones, que vous les voyez. Donc ça, c'est l'un des emblèmes nationaux de notre pays. Ces variations d'altitude sont incroyables. Il y a aussi des caractéristiques géologiques qui font partie du parc, qui se situe cette fois dans la cordillère de Talamanca. C'est aussi l'un des plus grands des parcs du pays et c'est l'une des zones écologiques les plus riches du Costa Rica. On y accède principalement par San Gerardo de Rivas, à les points de départ des excursions. Le randonneur traverse alors une aire sauvage composée de plusieurs écosystèmes et depuis 1400 mètres d'altitude jusqu'aux 3821 mètres. C'est vraiment les points culminants du pays et par temps clair, on peut apercevoir toutes les côtes du Costa Rica, les deux côtes, la côte Caraïbe et la côte Pacifique. L'escalade jusqu'au sommet, il faut le dire, permet de profiter de l'exubérance de la végétation de lieu, une sorte de forêt dont on a parlé tout au début des vidéos que j'ai préparées pour vous. Il s'agit l'un des seuls endroits où l'on peut trouver les paramous et les Chiribo abritent également plusieurs formes glaciaires telles que la vallée de Ur, il y a des lagunes, il y a vraiment des endroits qu'on trouvera nulle part ailleurs. Le parc national volcan Irasu, c'est un volcan qui est actif, qui est entré en éruption en 1962. Ce volcan a eu une éruption les plus importantes et pendant 3 ans de suite, le San José était recouvert de cendres à cause justement de cette activité éruptive sans précédent. Le mont Irasu vient d'un terme indien qui signifie colline des tremblements de tonnerre. Donc ça, dans le mont Istalu, c'est un parc national magique qui est très connu par le touriste. Le touriste adore s'y rendre, en fait, parce qu'il se situe à seulement quelques minutes de l'aéroport de San José. Et bien sûr, pour pouvoir s'y rendre, il faut le faire, ou il vaut mieux le faire avec un guide qui vous explique tous les processus volcaniques de cet endroit, et puis pour avoir justement les droits pour se sentir en sécurité. Voilà, si je vous montre cette image, on dirait qu'il s'agit d'un autre endroit, d'un autre pays. On s'y croit vraiment ailleurs. Ce qui est génial de ce parc national, c'est un volcan aussi actif qui se trouve dans la ville de Turrialba. C'est un volcan qui a plus de 3340 mètres. C'est un géant d'altitude, c'est vraiment un géant qui présente une activité volcanique, principalement de gaz et de vapeur d'eau, avec quelques dépôts du soufre, comme d'autres volcans dans notre pays. Son sommet a été visité par des groupes autochtones, très importants pour les cultures aborigènes, qui ont autrefois habité justement au flanc du volcan Turrialba. Puis il a été fermé dans les années 2010
parce qu'il y a eu une activité très importante, donc pour éviter toutes sortes d'accidents. C'est un parc qui se trouve pas loin de la vallée centrale, justement vers côté Carthago, et qui se trouve dans la cordillère volcanique centrale. On peut dire que c'est les 12e plus hauts volcans de notre pays. On y trouve des écosystèmes très variés, très diversifiés. On trouve la forêt tropicale de montagne, aux feuilles persistantes. On trouve des endroits un peu plus bas, comme des forêts secondaires. Ça vaut absolument la peine de s'y rendre pour voir toutes sortes d'oiseaux qu'on trouve dans la région, tels que des toucans et autres. Et puis, il y a aussi des rivières qui naissent au pied du volcan, telles que la rivière Parisina, Reventason, Toro Amarillo. Vraiment, c'est des affluents qui sont très très importants, principalement pour la production d'électricité. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on s'y rend dans ces parcs nationaux, c'est qu'il s'agit de l'un des seuls où l'on peut visiter l'intérieur d'une caldeira volcanique, une sorte de chaudron volcanique, avec une vue panoramique, telle que vous le voyez ici, sur la plaine des Caraïbes. Puis le Turrialba, s'il s'agit de temps dégagé, on peut apprécier les massifs du parc national Braulio Carrillo, la vallée justement du volcan Poás, et des fois on arrive à voir de loin les Cerro Chirripó. Donc c'est vraiment une expérience unique à vivre, tout en sécurité bien entendu. Il faut s'y rendre avec un spécialiste pour comprendre la géologie du volcan Turrialba, parce que la géomorphologie de ce volcan est un système de collaboration, c'est un stratovolcan actif qui est impressionnant. Donc on peut même observer des fumerolles qui s'échappent du cratère de ce volcan. C'est vraiment génial. Donc justement, il faut savoir, il faut appeler, il faut acheter l'entrée du parc en avance pour savoir quand le parc est fermé ou pas, parce qu'il s'agit d'un volcan actif, et dans le but d'éviter toutes sortes de problématiques, il faut appeler pour savoir si on peut s'y rendre ou pas, parce que des fois, l'activité du volcan nous empêche de visiter l'endroit. Voilà, je vous montre quelques images. C'est un endroit magique, magique.